Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Joseph Vicenzini. À Corte, en Corse, Joseph Vicenzini, alias Jojo, est une figure locale. Des affaires qui tournent bien, un succès indéniable auprès des femmes, des copains pour jouer au poker. Et pourtant, un jour de janvier 2005, Jojo disparaît. Plus inquiétant encore, sa maison révèle de nombreuses traces de sang et le coffre-fort a été vidé. Alors sa réussite a-t-elle fait des envieux ? Son passé et ses amitiés sulfureuses l'ont-ils rattrapé ? À moins que la clé de l'énigme se trouve du côté de sa vie sentimentale mouvementée. La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. 22 mars 2005, à Corte, au cœur des montagnes corses. Deux gendarmes s'approchent d'une Peugeot 106. Après l'avoir inspecté sous toutes les coutures, les gendarmes ouvrent le coffre. Et là, c'est la stupeur. Une horrible odeur se dégage du véhicule et sous un amas de branchages et de feuilles mortes, ils font une macabre découverte. Dans un drap taché de sang, un cadavre décapité. Pour les gendarmes de Corte, c'est le début d'une incroyable enquête. L'affaire commence 2 mois plus tôt, le lundi 24 janvier 2005. Il est 15h, au bar de l'Oasis, cours Paoli, au centre de Corte. Jean Vicenzini, 56 ans, et patron de l'Oasis depuis 25 ans, a fait l'ouverture comme tous les jours. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Son frère, Joseph, n'est toujours pas là. Pour la 10e fois, Jean Vicenzini rappelle Joseph, qui ne répond pas. Jean est inquiet. Jamais son frère ne reste sans donner signe de vie aussi longtemps. Jean Vicenzini s'étonne de ne pas voir son frère, donc il se rend à son domicile. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Il s'aperçoit que la porte est ouverte, ce qui n'est pas dans ses habitudes puisque c'est quelqu'un de très prudent, qui ferme toujours à clé sa porte. C'est louche, quoi. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc, il va appeler, en fait, leur meilleur ami. J'ai un appel de détresse de Jean qui me dit... Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vicenzini. Descends vite à la maison, il est arrivé un malheur, il est arrivé un grand malheur. Marco, le meilleur ami des frères Vicenzini, les connaît depuis toujours et sait que Jean n'est pas du genre à paniquer sans raison. Il n'hésite pas un seul instant et fonce rejoindre son ami. Quand j'arrive au domicile, je vois la voiture de Jojo garée comme il avait l'habitude de la garer. Je vois Jean qui fait les 100 pas devant le domicile et qui me dit il y a du sang de partout, il y a la porte ouverte, il y a du sang de partout. Je rentre. Je suis de suite interpellé par des traces de sang un peu de partout, dans la maison, contre les murs, sur une boule de papier essuie-tout ensanglanté. Du sang partout dans la maison, mais pas la moindre trace de Joseph. Les deux hommes préviennent aussitôt les gendarmes qui les rejoignent sur place. Très très vite, les gendarmes vont s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé dans la maison. L'appartement a été mis en dessus-dessous, donc vraisemblablement, ça indique la présence d'étrangers au domicile de Jean Vicenzini.
Ce que les gendarmes vont constater, c'est la présence de ces traces de sang. Vincent Raffray, juge d'instruction. Sur le lit de Joseph Vincenzini. À l'emplacement de la tête sur le traversin, il me semble, il y avait une grosse tache de sang. On comprend que manifestement, il y a eu une lutte, il y a eu une bagarre. Bien évidemment, on ne peut pas imaginer ce qui s'est réellement passé. Les gendarmes trouvent aussi un coffre-fort ouvert, vidé de son contenu. Puis, Jean Vincenzini, qui connaît la maison, leur explique que son frère collectionnait les fusils et les couteaux de chasse. Or, toutes les armes ont disparu. Ça, c'est suffisant pour déclencher l'ouverture d'une enquête. Une maison vide, des traces de sang mais pas de victime. Pour les enquêteurs, il faut agir vite. Joseph est peut-être en danger quelque part. Toute la brigade est mobilisée. Il y a des recherches qui sont menées par les gendarmes autour de Corté, dans les rivières, dans la forêt aux alentours. Ou peut-être même dans une voiture, dans un ravin. Ils font de nombreuses recherches, mais sans résultat. Joseph reste introuvable. Les gendarmes pensent à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais les proches sont sceptiques. Trop de détails ne collent pas avec cette hypothèse. Un cambriolage semble peu probable parce que le frère de Jojo Vincenzini sait pertinemment qu'il est extrêmement prudent, qu'il n'ouvrait pas sa porte à n'importe qui, il n'y a pas de trace d'effraction. La porte est juste ouverte. Ce qu'il est supposé qu'il connaissait les gens qui ont pénétré dans son appartement. Le coffre vidé évoque une mise en scène. Est-ce qu'on a voulu faire croire à un cambriolage? Et surtout, où est passé Joseph? On a toujours l'espoir d'un accident et qu'il ait appelé à l'aide et que quelqu'un l'ait transporté dans un service hospitalier. On ne peut pas imaginer à ce moment-là que Jojo a disparu. Les recherches dans les hôpitaux de la région ne donnent rien. Et la disparition de Joseph est de plus en plus inquiétante. Pour les enquêteurs, la thèse d'un accident s'éloigne à grands pas. Et personne ne croit plus au cambriolage improvisé. Avec une maison dévastée, pleine de sang et aucun corps, les questions s'accumulent. Qu'est-il arrivé à Joseph? La petite ville de Corté, sous le choc, n'imagine pas l'ampleur que va prendre cette histoire. Corté, c'est la Corse des montagnes, loin des plages et des stations balnéaires. Ce sont 7000 habitants qui se croisent et se côtoient sans le moindre incident. Ici, les jours se suivent et se ressemblent. Et si les hivers sont rudes, il fait bon vivre dans cette petite commune nichée en plein centre de l'île. Corté, ce bourg qui se prend pour une ville. Et en fait, c'est une ville très petite. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Corté, c'est essentiellement une rue principale, on appelle ça le cours en Corse. Et c'est vrai que pour les Cortenais qui sont nés là, ils se connaissent tous parce qu'ils ont tous été à l'école ensemble, ils sont restés là. Corté, plus qu'une petite ville, c'est un gros village. Tout le monde s'apprécie ou ne s'apprécie pas. Chaque fait et geste est connu du voisin et de l'ensemble de la micro-société cortenaise. Mais quand le soleil se couche sur la jolie carte postale, Corté révèle un autre visage. Quand on gratte un petit peu ce vernis cortenais, il y a ce monde de la nuit. Dans les restaurants, dans les bars, il y a vraiment une certaine ambiance. Le soir, on voit des étudiants qui vont de bar en bar. Il y a à côté de ça des joueurs de cartes. Il y a un petit peu tout ce monde qui se mélange, tout ce petit monde qui cohabite. C'est une ville finalement qui dort jamais vraiment, quoi. À Corté, Joseph Vincenzini n'est pas n'importe qui. Le patron de l'Oasis est un des hommes forts de la région. En Corse, tout le monde a des surnoms. On l'appelle Jojo, c'est un homme de petite taille avec des moustaches pas banales, des sortes de moustaches à la mexicaine. Et surtout, ces regards noirs de berger qu'on rencontre souvent. Il n'a pas d'enfant, il fréquente sa famille, son frère, quelques amis très proches, mais il n'est pas particulièrement mondain.
Mais Joseph ne fait pas que servir l'apéritif. Ses activités dans ce petit monde de Corté vont bien plus loin. Et surtout, après le coucher du soleil. C'est surtout quelqu'un qui organise des parties de cartes. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Il est à la fois le banquier et en même temps le chef de partie. Alors démarrer une partie de cartes chez les Vincenzini, c'est quelque chose. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un peu les patrons de la table de jeu, quoi. Et puis surtout, tout le monde a une énorme confiance en Joseph et dans son honnêteté. Finalement, Joseph est cette espèce un peu de juge de paix bienveillant de la nuit à Corté, quoi. Vincenzini, de fait de son positionnement dans la ville de Corté. Pascal Garbarini, avocat de la défense. C'était quelqu'un de connu et de reconnu, qui justement serrait beaucoup de mains. C'est un petit notable. Tout le monde le connaît, Jojo à Corté, parce qu'il tient l'Oasis et en plus une boîte de nuit. Donc c'est quelqu'un d'important à Corté. Dans le petit monde cortenais, la disparition subite d'une figure locale est une véritable secousse. Les imaginations s'enflamment. Et dans la ville, on ne parle que de cela. Avec une seule question. Qui aurait pu en vouloir à Joseph ? Évidemment, hein, Corté, c'est tout petit, donc le cours Paoli s'affole et bruise de toutes les rumeurs possibles et imaginables. C'est invraisemblable, une disparition comme ça. Autant on a l'habitude de la malamorte et des morts par balle, ça on connaît, mais une disparition, c'est assez rare. Et les questions qui se posent, c'est un enlèvement, pourquoi ? Les gendarmes se mettent au travail. Et la première piste qu'ils vont explorer, ce sont les activités nocturnes de Joseph. Ces parties de poker clandestines. Les gendarmes essaient de rechercher un petit peu les zones d'ombre de la personnalité. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une condamnation qui remonte pour des affaires de jeux clandestins. On sait qu'il y a des parties de cartes plus ou moins légales. Vincent Raffray, juge d'instruction. Il a été condamné il y a plusieurs années dans une affaire de machine à sous. Et ils ont l'intuition que l'homicide de Jojo Vincenzini peut être lié à son activité dans les jeux. Les gendarmes découvrent qu'une rumeur court les rues de Corté. Joseph aurait accumulé un petit magot. Et cela aurait pu susciter des convoitises. Le fait que son coffre soit ouvert, qu'il n'y ait rien dedans, mais surtout, c'est que Joseph et les frères Vincenzini, on le sait, ont quand même de l'argent. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent pour Corté. La piste privilégiée, je dirais la piste la plus récurrente, c'est le crime crapuleux. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. À savoir que quelqu'un imaginait que Jojo puisse détenir une grosse somme d'argent et puis, je dirais, se rendre à son domicile. Et quelqu'un que Joseph connaissait suffisamment pour le laisser entrer, car il n'y a pas eu d'effraction. Pour tenter d'identifier ce mystérieux visiteur, les gendarmes passent au crible l'emploi du temps de Joseph la veille de sa disparition. Qui a-t-il rencontré ? Qu'a-t-il fait durant cette soirée du dimanche ? De nouveaux personnages font leur apparition. Ils vont apprendre que Jojo a passé une partie de la soirée à dîner dans un des bars qui est concurrent, mais en réalité qui est tenu par un de ses amis, Xavier Luciani, puis va revenir dans son propre établissement vers 22h pour démarrer une partie de cartes. Et qu'à un moment, après avoir reçu un appel, il va quitter la partie de cartes, quitter le bar, en disant aux personnes présentes « Je m'en vais, je reviens rapidement ». Et en fait, on ne le reverra jamais. Imaginez que Jojo puisse manquer cette soirée-là avec ses partenaires de jeu de cartes, j'ai du mal à y croire. Il faut vraiment qu'on l'ait appelé pour un motif bien précis. Les gendarmes sont intrigués. Pour Joseph, la partie du dimanche est la plus importante de la semaine. Alors pour qu'il l'abandonne en cours de route, l'appel qu'il a reçu devait être capital. Les gendarmes, pour découvrir une preuve, ils vont fouiller de près la téléphonie et leur fil d'Ariane, c'est essentiellement cet appel qui est passé par la victime
à une personne à 23h39, donc c'est-à-dire pendant qu'il est en train de jouer aux cartes. Ils vont se rendre compte que le dernier appel qu'il a reçu, il a été émis par donc Nathalie Battesti, qui se trouve être l'employé d'un restaurant qui s'appelle l'Échiquier à Corté. Cet appel téléphonique, c'est le démarrage véritable de l'enquête des gendarmes, de conclure que si Joseph Vincenzini est parti de son bar l'Oasis un petit peu avant minuit et qu'il s'est rendu chez lui, c'est suite à un appel de Nathalie Battesti. Au cœur de cette étrange affaire, cette femme tient désormais un rôle essentiel. Elle est convoquée à la gendarmerie. Mais dans un premier temps, elle déclare que ce Joseph, elle le connaît à peine. Nathalie Battesti n'apparaît pas dans l'environnement de la victime. Elle n'a pas de lien affectif, elle n'est pas amie, elle n'est pas dans son réseau personnel. Or, la téléphonie dit le contraire. Les enquêteurs analysent les factures détaillées de son portable. Et là, c'est la surprise. Les gendarmes vont se rendre compte qu'il y avait eu à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2005 et également du mois de décembre 2004, plusieurs appels passés entre Nathalie Battesti et Joseph Vincenzini. Alors pourquoi Nathalie ment-elle aux enquêteurs? Serait-elle liée à la disparition de Joseph? Qui est cette mystérieuse Nathalie? Nathalie Battesti, elle ressemble à beaucoup de femmes corses avec de longs cheveux, très noirs. Nathalie, qui est plutôt une jolie femme, qui est en instance de divorce. Elle n'est pas heureuse dans son couple, elle n'est pas épanouie. Elle essaie de joindre les deux bouts en faisant des ménages. Les gendarmes découvrent que Joseph et Nathalie se connaissent en fait depuis très longtemps. Jojo, elle l'a connue à l'école. Elle a eu une petite aventure quand elle était très jeune. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Et elle le retrouve plus tard dans le cadre de cette sinistre histoire. Récemment, en fin d'année 2004, Joseph Vincenzini avait voulu reprendre cette relation sentimentale de jeunesse. Ils avaient repris de nouveau eu des relations intimes. Pour les enquêteurs, même si elle ne l'admet pas, il est clair que Nathalie entretient une liaison avec Joseph. Et la jeune femme leur réserve encore bien des surprises. Trois semaines après la disparition de Joseph, pour les gendarmes, l'enquête se complique encore. Car ils apprennent que la belle Nathalie entretient une autre liaison, et cette fois connue de tous. Nathalie s'affiche depuis plusieurs mois et de manière assez ostensible. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Avec son patron, Xavier Luciani. Tout le monde sait dans le milieu que Nathalie et Xavier sont ensemble. Elle a un rôle au sein de ce restaurant L'Échiquier. Elle est serveuse, elle est femme de ménage. Stéphane Gazzo-Marfizzi, avocat de Nathalie Battesti. Elle s'occupe de nettoyer, de repasser les nappes et les serviettes, mais elle a aussi un rôle dans la vie de Xavier Luciani. Et de la même manière, elle lui fait son ménage, et elle lui lave et elle lui repasse ses vêtements. Xavier Luciani n'est pas n'importe qui à Corté. Non seulement c'est le fils de l'ancien maire, mais en plus il tient l'Échiquier, l'un des restaurants les plus populaires de Corté. Luciani, d'abord on l'appelle Xavier. C'est un bon père de famille qui s'occupe bien de ses 3 enfants. Xavier Luciani est perçu comme quelqu'un de bien inséré socialement. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. C'est une figure cortonaise, plutôt gentil, affable, puisque il tient une affaire, il a l'habitude de recevoir du public, il est plutôt généreux avec ses amis, pas un voyou, et quelqu'un de lisse. Nathalie, en instance de divorce, est tombée éperdument amoureuse du séduisant Xavier. Mais voilà, il semblerait qu'elle ait aussi un faible pour Joseph.
Une situation hautement explosive dans une petite ville comme Corté. D'autant qu'en épluchant la téléphonie de Nathalie, les gendarmes découvrent un autre élément troublant. Ce qui est très étrange, c'est que les 21 fois où Nathalie va être en contact téléphonique avec Joseph, immédiatement derrière, elle appelle Xavier. Un petit peu comme si elle allait rendre compte à Xavier Luciani Vincent Raffray, juge d'instruction. du contenu de ses appels avec Joseph Vincenzini. Nathalie contacte Xavier après chaque appel à Joseph. Les gendarmes décident alors de revenir sur ce mystérieux appel juste avant sa disparition. Et cette fois, encore, Nathalie a appelé Xavier juste après. Donc tout ça commence à intriguer, et de manière logique, les enquêteurs. En clair, les gendarmes se demandent si Xavier n'est pas, lui aussi, impliqué dans la disparition de Joseph. Peut-être une rivalité amoureuse qui aurait mal tourné. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Nous sommes 2 mois après la disparition du patron de l'Oasis. Les gendarmes ont maintenant 2 suspects dans le collimateur. La mystérieuse Nathalie, mais aussi son patron, Xavier. Peut-être que Xavier Luciani a lui-même un rôle dans cette disparition. Donc il décide de le mettre sur écoute. Et ces écoutes se révèlent très instructives. La vie du sympathique Xavier ne serait pas aussi lisse qu'il y paraît. Car à la rivalité amoureuse s'ajoute une autre affaire encore plus troublante. Parmi les appels entendus par les gendarmes et qui vont particulièrement les intéresser, il y a celui de l'ex-femme de Luciani. Qui lui reproche son côté flambeur aux cartes. Il a un point faible, c'est le jeu, quoi. Il joue trop, il se rend trop souvent au bar de Jojo pour essayer à chaque fois de se refaire, puisqu'il perd souvent. Les enquêteurs vont se rendre compte que Xavier Luciani faisait partie des habitués des parties de cartes à l'Oasis et que ce dernier avait des dettes de jeu assez importantes et donc dettes envers Joseph Vincenzini. Xavier Luciani aurait des dettes qui seraient montées jusqu'à 52 000 euros à force d'accumuler des soirées et pensant se rattraper le lendemain, pensant qu'il allait se refaire. Il n'était pas capable de se freiner, il avait le démon du jeu. Les enquêteurs se rendent compte que Xavier Luciani pourrait avoir un motif de s'en prendre à Joseph Vincenzini par rapport à ses dettes de jeu. Xavier a un gros contentieux avec Joseph. Une dette de plus de 50 000 euros, une somme énorme. C'est une nouvelle donnée à prendre en compte dans la disparition du patron de l'Oasis. L'enquête s'accélère. Le 22 mars 2005, 2 mois après la disparition de Joseph, les gendarmes interpellent Xavier et Nathalie pour les placer en garde à vue. Cette mise en garde à vue est un coup de tonnerre dans Corté. L'idée que Nathalie et Xavier soient impliqués dans la disparition de Joseph étonne tout le monde. Mais à la gendarmerie, les choses ne se passent pas comme prévu. Au début des gardes à vue, que ce soit Xavier Luciani ou Nathalie Battesti, ils ne vont absolument pas reconnaître être pour quoi que ce soit dans la disparition de Joseph Vincenzini. Et c'est même un peu la stupeur parce que ils ne comprennent pas leur présence dans les locaux de la gendarmerie. Après 24 heures d'interrogatoire, les gendarmes sont dans une impasse. Faute d'aveu, il va falloir libérer le couple. Mais un événement va tout changer. Il va se passer un truc absolument incroyable.
La garde à vue va connaître un tournant, et puis le dossier également, puisque les enquêteurs vont procéder à diverses perquisitions. Et ces perquisitions, Xavier, dans un premier temps, s'attend à quoi? Il s'attend à une perquisition chez lui, ce qui est normal, une perquisition dans son établissement, ce qui est normal. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, en fait, Xavier est propriétaire de plusieurs véhicules. Et en fait, le chef d'enquête, lui, va taper tous les véhicules de Xavier. Ils vont notamment aller récupérer une voiture, une Peugeot 106, que Xavier Luciani avait entreposée sur un terrain qui appartenait à un membre de sa famille, à Sainte-Lucie de Mercurio. Donc les véhicules vont être saisis pour être ramenés à la gendarmerie. Et cette scène est incroyable. Quand Xavier Luciani va voir par la fenêtre du bureau dans lequel il est entendu passer cette voiture, cette Peugeot 106, il va blêmir, changer d'attitude. Car les gendarmes se mettent à fouiller cette voiture. Et en ouvrant le coffre, coup de théâtre. Ils font une découverte macabre. Dès que les gendarmes vont ouvrir la voiture, une odeur assez insoutenable va se faire ressentir dans cette voiture. Et dans le coffre, ils vont trouver, à côté de divers branchages, un cadavre dans une couverture. Et la particularité de ce cadavre, c'est qu'il est sans tête. La tête a été coupée au niveau du cou. C'est la stupeur. La 106 livre son secret. Pour les gendarmes, pas de doute. Il s'agit du corps de Joseph, affreusement mutilé et surtout décapité. Sa tête n'est pas dans la voiture. On a beau être gendarme, c'est quand même vision d'horreur le truc. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un corps qui a séjourné 2 mois dans un coffre et qui en plus est décapité. Dans quelle histoire on est en train de rentrer? Pour les proches de Joseph, le choc est insupportable. C'est l'effroi le plus total. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. En apprenant que non seulement celui-ci a été assassiné, mais dans des conditions que l'on peut deviner, avec un corps sans tête. Immédiatement, les gendarmes réinterrogent Xavier. Ils mettent la pression sur le suspect et au bout de quelques questions, il craque. Il passe aux aveux et leur explique enfin ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Il va raconter qu'il était souffrant ce jour-là, que dans la soirée, Nathalie rentre auprès de lui. Et le téléphone de Nathalie va sonner. Il va voir qu'il s'agit de Joseph. C'est ce qui l'a fait bouillir. Son sang n'a fait qu'un tour. À partir de là, il va faire semblant de sortir de chez lui. Et il va dire, oh, finalement, je vais mieux. Je vais me rendre à une table de jeu. Mais en réalité, il va se planquer. Il va voir quelques minutes plus tard Nathalie sortir de chez lui, monter dans une voiture, celle de Joseph. Xavier raconte qu'il est fou de rage en voyant Nathalie partir avec Joseph. Alors il se précipite dans sa voiture et fonce chez son rival armé d'un rouleau à pâtisserie. Quelques minutes plus tard, il va finir par rentrer dans la maison, découvrir le couple au lit. Il dit à ce moment-là, je suis complètement fou, je suis ivre de rage et je vais le frapper, je vais le finir au rouleau à pâtisserie, quoi. Xavier raconte qu'il se rue sur Joseph. Il s'acharne sur lui. Nathalie va être réentendue et va confirmer cette version des faits. Elle va dire, nous avons pris rendez-vous, etc. Et au moment où nous étions au lit, un individu masqué, va-t-elle dire, que je n'ai pas pu identifier, s'est jeté sur lui et moi je me suis enfui.
Nathalie Battesti, elle va dire qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé ensuite. Vincent Raffray, juge d'instruction. Et qu'elle n'avait pas reconnu que c'était Xavier Luciani qui était intervenu pour agresser Joseph Vincenzini. Elle n'a pas pensé à appeler les gendarmes. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Ni éventuellement les pompiers, peut-être pour lui porter secours, et qu'elle s'est réfugiée chez elle. Elle ne parvient pas à dormir. Stéphane Gazzo-Marfidi, avocat de Nathalie Battesti. Et elle guette l'arrivée de Xavier Luciani. Et Xavier raconte la suite aux gendarmes. Après le drame, il aurait retrouvé son sang-froid et maquillé les lieux de façon à évoquer un cambriolage. Mais une fois sa besogne accomplie, il s'est retrouvé face à un gros problème. Faire disparaître le corps de Joseph. Il a une idée qui paraît totalement dingue, c'est de le donner à manger à des cochons. Il croit savoir que les cochons vont tout manger, sauf les dents et les cheveux, et c'est comme ça qu'il décide de décapiter le corps de Joseph. Mais c'est pas un boulot qui se fait tout seul. C'est pas un coup de hache, c'est un boulot monstrueux. Tellement monstrueux d'ailleurs que Xavier ne va pas au bout de son projet macabre. Il jette la tête dans la nature et il abandonne le corps dans le coffre de la voiture. Xavier a terminé ses aveux et les gendarmes n'en reviennent pas. Qu'est-ce qui a bien pu justifier un tel déferlement de violence? Si le motif passionnel est crédible, l'énorme dette entre Xavier et Joseph pourrait aussi constituer un mobile sérieux. Tu décides de jouer, tu perds, tu payes. Pascal Garbarini, avocat de la défense. C'est du jeu, c'est la règle. Et Vincenzini va dire faut me payer. Il faut imaginer ce Xavier qui est quand même fils d'une grande famille, de notables, dont le père était maire de la ville, qui déjà lui devient bistrotier, il est divorcé, enfin les choses ne tournent pas très bien. Le type est à deux doigts de perdre son bien et son emploi, donc d'être plus rien à Corté, quoi. Le détail des aveux de Xavier Luciani fait l'effet d'une bombe à Corté. Personne n'aurait pu imaginer une telle haine entre les deux hommes qui jouaient à la même table de poker depuis des années. Toujours sous le coup de ces révélations, les proches de Joseph l'accompagnent vers sa dernière demeure. C'est bien évidemment pour la famille l'horreur la plus totale. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. D'ailleurs, le jour des obsèques, on n'avait même pas l'impression que l'on enterrait notre ami. Quand on pense à quelqu'un, on ne pense pas à son corps, on pense à sa tête. Et là, on avait l'impression que l'on enterrait presque un inconnu, car la tête, l'image que l'on avait, n'était pas dans ce cercueil. On connaît maintenant le tueur ainsi que sa version des faits. C'est sur ces conclusions que les enquêteurs s'apprêtent à transmettre le dossier à la justice. Un an après la mort de Joseph, le dossier est clos et ses proches attendent impatiemment la date d'ouverture du procès. Mais le 22 janvier 2006, à des centaines de kilomètres de Corté, sur le continent, un événement relance toute l'affaire. Il y a un rebondissement absolument étrange qui, a priori, n'a aucun rapport avec les événements de Corté un an plus tôt et la mort de Joseph. Le corps d'un jeune Corse, probablement le poseur de bombes, a été retrouvé déchiqueté à proximité du centre des impôts d'Aix-en-Provence. La tentative d'attentat a échoué. Un autre jeune homme proche du FLNC dit du 22 octobre a été interpellé à l'aéroport de Marignane alors qu'il tentait de regagner l'île. On est à Aix, en février 2006, et une bombe explose. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il s'agit d'une revendication à ce moment-là de nationalistes corses. Très vite, l'antiterrorisme relie l'explosion de cette bombe à un nationaliste assez connu qui s'appelle Dominique Pasqualaggi. Et en enquêtant sur ce Pasqualaggi, les policiers découvrent qu'il est très lié à Xavier Luciani.
On va chercher toutes les connexions de ce Pasqualaggi et on tombe sur notre Xavier. Ce lien va finalement relancer l'enquête. Que vient faire Xavier Luciani, le paisible restaurateur de Corte, dans une affaire d'attentat? Luciani, on va en fait lui reprocher de confectionner les bombes dans son restaurant pour le groupe dont Pasqualaggi est le chef. Xavier serait donc lié aux nationalistes. Les enquêteurs de la cellule antiterroriste décident de l'entendre à propos des attentats. C'est une affaire très grave. Et sous la pression, l'homme fait des révélations. Mais pas celles que l'on attendait. Il revient sur ses déclarations concernant le meurtre de Joseph. Luciani dit à un moment donné « Je n'ai rien à voir là-dedans » puisqu'il va nier les faits. Terroriste. Et il va dire « Mais je voulais vous dire, c'est que dans l'affaire du meurtre de Vincenzini, la personne qui a tué Vincenzini, c'est pas moi, c'est Pasqualaggi. Et la personne qui a coupé la tête de Vincenzini, c'est pas moi, c'est Pasqualaggi. » Les enquêteurs sont stupéfaits. Xavier livre une nouvelle version du meurtre de Joseph. L'affaire prend une ampleur que personne n'aurait imaginée. Et là, il y a une autre version qui surgit avec d'autres personnes qui ont un rôle. Et on n'est plus dans le cas d'un triangle, mais un quatuor, voire un quintet. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. On parle de réunions conspiratives, on parle d'un plan bien précis. On a une autre histoire encore plus sordide, encore plus glauque, encore plus crapuleuse qui apparaît. Cette affaire, qui était prête à être jugée, doit être reprise à zéro. La version du drame passionnel d'un homme jaloux qui tue son rival sur un coup de colère vole en éclats. Xavier revient sur ses aveux. Il est désormais question d'un crime en bande organisée et soigneusement prémédité. Il reconnaît que l'agression et l'intrusion chez Joseph Vincenzini était quelque chose de préparé. Vincent Raffray, juge d'instruction. En concertation avec d'autres personnes, que dans le même temps, il avait demandé l'aide de Dominique Pasqualaggi. Il affirme aux gendarmes qu'il ne voulait pas tuer Joseph, mais simplement lui donner une bonne leçon, et qu'il ne voulait pas y aller tout seul. Pourquoi ? On sait que Joseph a des accointances avec certains membres du grand banditisme corse. Alors Xavier décide d'enrôler quelques gros bras pour monter son expédition punitive. Et il se tourne vers Pasqualaggi, connu pour diriger une bande de nationalistes musclés. Il dit qu'il va chercher du soutien chez Pasqualaggi parce que finalement, Pasqualaggi, il n'est pas seul. Il a une force de frappe, il représente quelque chose. Et s'il y a un problème avec les membres du milieu, il saura peut-être y faire face, ou en tout cas, il saura tenir tête. Xavier va aussi décider Pasqualaggi en disant « Bon, moi j'y vais pour mes raisons qui sont propres, mais vous, en plus, vous allez tomber sur un coffre-fort rempli, donc videz-le. » Pasqualaggi se laisse convaincre. Et c'est un véritable commando qui se met en place. Une réunion a lieu à Corte, dans un vieil appartement, avec des moulures, des meubles d'époque. Pascal Garbarini, avocat de la défense. On va tirer les rideaux, les lourds rideaux en velours, une atmosphère pesante, peu de lumière, et on se réunit autour d'une table. Et à ce moment-là, Luciani va prendre la parole. Il faut écarter Vincenzini, il faut le faire payer. L'équipe est constituée. Il y a Sébastien, le neveu de Xavier, et pour finir, un certain Joseph Sabiani. Je me retrouve dans cette opération de manière très très simple. J'ai la visite un jour de Dominique et de Xavier chez moi. Bon, ils m'ont proposé une opération qui au départ, très clairement, ne devait pas tourner en assassinat. Ça devait être un saucissonnage et un braquage, c'est-à-dire faire le coffre de Jojo, lui mettre une rouste et le dépouiller. On présuppose qu'il y a beaucoup de liquide chez Joseph Vincenzini, donc allez, pourquoi pas.
Xavier est décidé, ils vont passer à l'action. Mais Joseph est un homme très méfiant qui n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Il faut avant tout rentrer chez Vincenzini. Et sa maison, on n'y rentre pas comme dans un moulin. Donc il faut que quelqu'un ouvre la porte blindée, il est très méfiant, il est très prudent. Alors Xavier monte un plan diabolique. Il décide d'utiliser Nathalie comme appât pour s'infiltrer chez Joseph. Dans la réunion préparatoire à laquelle j'avais participé, ça avait fait partie du plan. Joseph Sabiani. C'est-à-dire que Nathalie devait donner rendez-vous à Jojo le soir de la partie de poker le week-end. Celui-ci devait la rejoindre pour passer un moment avec elle. Cette dame accepte de se laisser séduire par Vincenzini. Elle avait le rôle d'appât sexuel. En fait, c'est pour rendre service à Xavier Luciani, par amour pour ce dernier, puisqu'elle se dit très éprise de Xavier Luciani à ce moment-là, qu'elle va accepter de faire ce que ce dernier lui demande, c'est-à-dire de donner rendez-vous à Joseph Vincenzini, de se rendre chez lui et de faire en sorte que la porte ne soit pas fermée. On a vraiment affaire à une pauvre nana et un mec va se servir d'elle pour commettre l'irréparable. Savait-elle ce qu'il adviendrait? Je ne sais pas. Et personnellement, je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'elle ait intellectualisé jusqu'au bout le drame qui est en train de se nouer. Car pour certains membres de la bande, les intentions de Xavier ne sont pas très claires. Veut-il se contenter de corriger Joseph ou l'éliminer purement et simplement? Je me rends compte que l'opération va partir en brioche, c'est-à-dire lorsqu'on passe du braquage et du saucissonnage, qu'on arrive finalement à faut le tuer. Xavier change littéralement, c'est-à-dire le changement est même physique, dans l'expression, dans le regard, dans la façon de parler. Pour Sabiani, la donne a changé. Saucissonner un usurier pour vider son coffre, c'est une chose, mais s'en débarrasser, c'en est une autre. On est à ce moment-là dans une logique meurtrière. Et on y va, et dans ma tête, il y a juste une alarme qui se met en route et qui dit stop, faut pas y aller. Pas bon parce que je ne suis pas un assassin. Pas bon parce que je vais pas aller tuer un mec qui m'a rien fait. Tue pas les gens. Sabiani se retire donc du projet et quitte Corté. Mais il est loin de s'imaginer que le petit commando va continuer sans lui et provoquer une tragédie sanglante. Le dimanche 25 janvier, à 23h39, Joseph est à sa table de poker à l'Oasis. La machination est lancée. C'est Nathalie qui entre en scène. Nathalie Battesti, quand elle appelle Joseph Vincenzini, qu'elle rappelle ensuite Xavier Luciani, elle donne un top. Pour que Luciani et consorts puissent pénétrer dans l'appartement et qui se rue tout de suite sur la victime qui n'a aucune chance. Mais selon Xavier Luciani, Joseph se défend mieux que prévu et prend même l'avantage. Je joue le sud parce que j'interviens pour lui asséner un coup plus important avec un objet contendant. Et c'est ça qui provoque une sorte de coma, quoi. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Donc il déclare vérifier à la carotide, voir s'il est toujours vivant. Voyant qu'il ne répond pas et qu'il n'y a plus de palpitations dans la carotide, il estime qu'il est mort. Selon Xavier, ce serait donc Dominique Pasqualaggi qui porte le coup fatal, celui qui tue Joseph Vincenzini. Pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à eux, les trois hommes décident ensuite de se débarrasser du corps. On est sur un hiver dur. Le sol est gelé. On ne peut pas creuser. On ne peut pas non plus faire un bûcher, mais il faut que le corps disparaisse. Et je pense que la dernière solution qu'ils trouvent, c'est le fantasme du cochon mangeur d'hommes. Ils ont vu Hannibal de Ridley Scott, où on voit effectivement que les cochons dévorent les corps d'êtres humains. On peut qu'on les jette dans une percherie. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Je trouve qu'il y en a une, tout près de Corté, à une dizaine de kilomètres, à Sainte-Lucie-di-Mercurio. Et en pleine nuit, les voilà qui partent avec le corps de Jojo. La seule chose qu'ils savent, c'est que les cochons ne mangent pas la tête des victimes.
Donc il faut d'abord se débarrasser de la tête. Et cette fois encore, Luciani désigne Pasqualaggi comme celui qui prend les décisions. Xavier Luciani confirme que Dominique Pasqualaggi était présent et qu'il est celui qui a commis l'acte de mutilation post-mortem irréparable, la décapitation. Au milieu de la nuit, les trois hommes se séparent. Alors que Luciani rentre chez lui, les deux autres prennent un chemin désert le long d'une voie ferrée où se trouve un ancien puits, le lieu idéal pour se débarrasser de la tête de Joseph. Et une fois ce sale travail terminé, les trois hommes ne sont pas sereins, surtout Sébastien, le neveu. Ne pouvant pas dormir, le neveu retourne voir ce qu'il en est. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Voir si effectivement le corps disparaît, mais les cochons, au milieu de la nuit, ils n'y ont pas touché au corps. Et ils ont oublié un détail, c'est que la mafia sarde, eh bien, elle affamait les cochons avant de donner les corps de leurs victimes. Et là, évidemment, les cochons sont repus et ne mangent pas le corps de Jojo Vincenzini. Si bien qu'il rappelle Xavier en lui disant, écoute, là ça marche pas, enfin le corps est là, quoi. À eux deux, ils vont remettre le corps dans la voiture. Et le cadavre de Joseph ne sera retrouvé que 2 mois plus tard. Les enquêteurs connaissent maintenant l'essentiel du déroulement de cette terrible nuit. Grâce aux indications du neveu de Xavier, les gendarmes retrouvent la tête de Joseph au fond du puits. Et là, ce sont les explications de Sébastien qui vont permettre aux gendarmes d'aller sur les lieux, sur le puits, situé près de la voie ferrée. Et sur ces indications, les enquêteurs vont effectivement retrouver sous un amas de pierres, dans un puits, le crâne de Joseph Vincenzini. Cet événement-là a permis de prendre conscience que notre ami avait disparu. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. C'est à partir de ce moment-là que les proches ont commencé à faire leur deuil. Et qu'on approchait de la vérité. À Corté, l'enquête est quasiment bouclée. Mais c'est à Paris, au 4e étage de la section antiterroriste, que surgit l'ultime rebondissement de cette affaire. Après des heures d'interrogatoire, les policiers apprennent à Pasqualaggi sa mise en cause dans le crime de Corté. Là, il apprend qu'il se retrouve dans l'histoire d'un meurtre sordide. Pascal Garbarini, avocat de la défense. De Vincenzini comme étant 1, l'assassin, et comme étant 2, le coupeur de tête. Il est anéanti. Car si Pasqualaggi reconnaît sa participation au commando, il nie totalement avoir porté les coups qui ont tué Joseph. Donc c'est évidemment un choc immense, parce que là, ça va beaucoup plus loin qu'une mise en examen pour association terroriste. Là, on est quand même dans l'homicide. Et donc il comprend que c'est très très grave. Et scène hallucinante, il va profiter de ce que la fenêtre du bureau est ouverte. Il arrive à détacher sa menotte et il se jette par la fenêtre. Les policiers sont médusés. Après une chute de 15 mètres, le suspect gît sur le sol, inconscient, mais toujours en vie. En tout état de cause, Dominique Pasqualaggi devient paraplégique à la suite de cette chute et il n'est plus le même homme dès ce jour-là. Pourquoi s'est-il défenestré? Aveu de culpabilité ou manifestation de son innocence? A-t-il tué Joseph? Cela va se décider à la cour d'assises de Bastia. Le 31 mai 2010, c'est le début d'un procès hors norme. Ce n'est pas un procès banal. D'abord, la salle d'audience est pleine. Beaucoup de gens sont descendus de Corté. Ensuite, on a parmi les accusés un homme en fauteuil roulant. Et puis, donc, une ambiance évidemment assez masculine. On a un haut le cœur quand on rentre dans cette salle d'audience et qu'on est suspendu quand même à cet espoir, à ce qu'une vérité va surgir. Est-ce qu'un accusé va craquer?
Tout le monde espère enfin connaître la vérité sur cette affaire à rebondissement. Mais dès les premiers jours de l'audience, les deux principaux inculpés restent sur leur position. Xavier Luciani s'est enfermé dans une version, Pasqualaggi dans une autre. Luciani va dire évidemment que c'est Pasqualaggi qui porte le coup fatal pour se défausser. Xavier Luciani va rester très constant sur un point. Vincent Raffray, juge d'instruction. C'est qu'il ne souhaitait pas la mort de Joseph Vincenzini. Pasqualaggi a une version tout autre, puisque lui dit qu'il n'est jamais rentré dans la maison. Il était là pour prêter main forte, il était là derrière la porte, mais il dit qu'il n'est jamais rentré dans la maison. Alors tous les regards se tournent vers le personnage clé de l'affaire. Que va dire Nathalie Battesti ? Le procès va être particulièrement difficile pour Nathalie parce que ça fait 5 ans qu'elle vit avec cette affaire, elle comparaît libre, mais surtout, elle va comprendre finalement au cours des audiences qu'elle a été totalement manipulée par Xavier. Lorsque vous rencontrez Nathalie Battesti, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une personne très naïve, parfois même fleur bleue. Stéphane Gazzo-Marfizzi, avocat de Nathalie Battesti. C'est-à-dire qu'elle me parlait de ce Xavier Luciani qui lui avait offert un café, qui avait passé sa main dans ses cheveux. C'était des faits d'une simplicité extrême, mais elle m'en parlait comme une jeune fille en fleurs, comme une adolescente. Quelle version va-t-elle livrer de cette terrible nuit du 23 janvier 2005 ? Le tribunal retient son souffle. Nathalie Battesti va dire qu'un peu plus tard, quand elle part en voiture, elle voit une voiture sur le bord de la route et qu'elle reconnaît Dominique Pasqualaggi dans cette voiture. Il y a un témoin qui ne voit que la voiture de Pasqualaggi garée à l'extérieur de la maison. Pasqualaggi il dit qu'il n'est pas dans l'appartement et puis après il dirait qu'il fera une sorte de guet. Paul Ortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Et d'ailleurs qu'il croise Nathalie Battesti qui sort de l'appartement. En dédouanant Pasqualaggi, elle accable indirectement Xavier, son ancien amant. Alors qui les jurés vont-ils croire ? Au terme des 10 jours du procès, c'est l'heure du verdict. Xavier Luciani est quand même le moteur de ce projet, celui qui aurait donné la mort à Joseph Vincenzini. Donc Xavier Luciani sera condamné à 30 ans de prison. 30 ans pour association de malfaiteurs et assassinat. Un verdict confirmé en appel en mars 2011. Pasqualaggi, condamné en première instance à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat, voit sa peine réduite à 18 ans. Une réduction de peine aussi pour Nathalie Battesti, qui passe de 10 à 7 ans d'emprisonnement pour non-dénonciation de crime. Quant à Sébastien, le neveu de Xavier, il est condamné à 15 ans pour sa participation à la préparation de l'assassinat. Sabiani, qui s'était retiré du projet avant son exécution, écope de 3 ans avec sursis. J'aurais pu sauver la vie de ce type-là. J'aurais pu. J'avais un coup de fil à passer, j'allais dans une cabine téléphonique, j'appelais les gendarmes, et Joseph Vincenzini serait vivant. Joseph Sabiani. Je le regrette amèrement. Quand je vous dis que je le regrette amèrement, c'est quelque chose qui me poursuit encore, et qui me poursuivra jusqu'au bout. Mais mes nuits et ma conscience me font lutter contre l'oubli tout le temps. Je trouve que, évidemment, c'est une histoire absolument incroyable, donc dire qu'elle raconte la Corse, ce serait faux. Mais elle raconte des petites choses, beaucoup de choses sur les sentiments. Ariane Chemin, journaliste au Monde. C'est-à-dire que on peut tuer pour un regard, on peut tuer pour un œil noir. C'est aussi une histoire de rivalité masculine, tout ça. L'essentiel pour les proches était de connaître la vérité en tout état de cause, les auteurs. C'est une histoire, un drame. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. Une fracture qui se referme difficilement et qui se refermera peut-être jamais totalement. Après ce qui s'est passé, le seul sentiment, la seule chose que je pourrais exprimer, c'est le silence.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.